3, 2, 1... Salut la team, comment ça va en ce samedi matin? De mon côté, tout est cool, la vie est belle et la saison NBA bat son plein, que demander de plus? Alors pour fêter tout ça, aujourd'hui j'ai décidé de reprendre un concept que vous avez semblé kiffer. Après avoir classé les rookies et les sophomores en différents tiers, j'ai décidé d'élargir cette idée aux différents postes, en mode coast to coast. Alors pour commencer, aujourd'hui je vais évoquer les meneurs. Ça a été très dur mais je n'en ai gardé que 30. Alors autant être honnête, désolé, certaines équipes ne seront pas représentées. Et ça veut dire que d'autres équipes auront plusieurs représentants. Bravo Einstein, j'ai toujours su que tu étais doué en maths, mais tu as raison, tu verras par toi-même. En tout cas, chose très importante, à savoir, les postes, notamment dans la NBA moderne, représentent une notion extrêmement subjective. Alors pour éviter tout débat inutile dans les commentaires qui expliquerait que un tel est meneur de jeu ou n'est pas meneur de jeu, j'ai décidé d'aller sur Basketball Référence. Bon, leurs choix sont parfois discutables en termes de postes, mais c'est comme ça, j'avais besoin d'un site fiable auquel me référer, et dans le domaine, difficile de trouver mieux que BBRef. Les postes que j'ai pris sont donc les leurs, et même si je le sais, ça fera débat, j'invite les mécontents à leur envoyer directement leurs doléances. Mais bref, plutôt que de perdre de temps sur ces discussions assez inutiles, revenons à notre sujet du jour. Ce qu'il est important de savoir, c'est que pour élaborer mes tiers, j'ai décidé de prendre une photo de la NBA au moment M, à l'heure actuelle. J'avoue que ce n'est pas simple de faire ça, d'évacuer tout le contexte du passé ou du futur, mais ça m'a paru primordial. Du coup, tout ce qui a pu avoir lieu avant cette saison, je l'ai oublié, je l'ai effacé de ma mémoire, ça ne m'intéresse pas. Pareil, pour les mêmes raisons, tout ce qui est lié au potentiel ou du level qu'un gars pourrait atteindre dans l'avenir, c'est la même, je l'ai zappé. Même chose pour ce qui est de l'âge, évidemment. Je ne vais pas être moins sévère avec un joueur parce qu'il fait de bonnes perfs en étant jeune ou en étant vieux, je veux mettre tout le monde sur un pied d'égalité en parlant juste du présent. Je veux des faits actuels notables, qu'ils soient individuels ou collectifs, tout le reste ne m'intéresse pas. Et oui, je reprécise collectif aussi, parce que je le répéterai jamais assez, le basket c'est un sport co, et le but premier c'est de gagner des matchs, pas de faire des stats. D'ailleurs, si vous voulez vraiment parler de ces chiffres, c'est vrai que c'est important, évoquons un peu plus ce sujet. Les points, les rebonds et les passes, c'est bien, mais l'adresse au tir et les balles perdues ne sont pas totalement à mettre de côté non plus dans un tel format. Les stats avancées c'est pareil, ce n'est pas interdit d'y jeter un coup d'œil. Et oui, forcément, c'est toujours faussé de donner trop d'importance à une seule colonne dans une ligne de stats. Moi, mon but, si j'y arrive, c'est d'essayer d'être le plus complet possible en piochant un maximum d'éléments pour mon évaluation. Et malgré tout ça, bien évidemment, il y aura une part de subjectivité. Mais bon, si vous êtes abonné à la chaîne, vous me connaissez un peu et vous savez comment je fonctionne. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Oui, j'insiste, c'est important, vous êtes plus de 40% à regarder les vidéos sans follow. J'ai besoin de vous pour faire exploser les chiffres. Quoi qu'il en soit, on ne perd pas plus de temps, les éléments principaux, vous les avez, alors c'est parti pour la vidéo du jour. Où en sont les principaux meneurs de jeu en NBA. Pour commencer, c'est un peu la coutume, je vous montre les principaux absents. Là-dessus, pas besoin d'arguments, je ne vais pas les évoquer au cas par cas, il s'agit juste de joueurs que j'aurais pu imaginer voir dans les 30 en début de saison et qui pour des raisons diverses n'y sont pas. Certains, comme Théo Malédon, Cole Anthony ou Emmanuel Quickley, sont encore sûrement un peu tendres. D'autres, comme Derrick Rose, George Hill, Ricky Rubio ou Rajon Rondo, n'ont plus l'impact qu'ils avaient avant. Et enfin, un gars comme Markelle Fultz notamment n'a pas suffisamment joué en raison de pépins physiques, le pauvre. Alors désolé pour tous ces joueurs que je viens d'afficher, je suis très respectueux envers votre level, mais je n'ai pas réussi à vous caser dans les 30. N'empêche que même si vous ne me regardez pas, vous êtes tous suffisamment bons pour que je vous fasse un gros big up et une bonne dédicace. Mais là, je vous laisse de côté, car désormais, il est grand temps de rentrer dans le vif du sujet. Alors let's go pour le tier 5. Ce qu'il faut savoir avec cet échelon, c'est que ce n'est pas parce que c'est le plus bas aujourd'hui que je pense que ces joueurs ont un mauvais niveau. Bien au contraire, s'ils sont dans ma sélection, s'ils sont dans les 30, c'est que je les trouve très bons. Ce tier représente pour moi tous ces joueurs qui en ce moment, à mes yeux, ont le level pour être des starters solides. C'est la preuve que c'est lourd. Parmi eux, LaMelo Ball, Lonzo Ball, Darius Garland, Tyrese Haliburton, Patty Mills, Kendrick Nunn, Marcus Smart, Kemba Walker et Lou Williams. Déjà du beau monde. On commence par LaMelo Ball. Je ne vais pas trop m'attarder sur son cas car je l'ai beaucoup évoqué déjà dans les vidéos récentes. Le rookie, même s'il commet quelques déchets, est très complet. Son adresse extérieure est bien meilleure que prévu, et surtout ses choix sont très justes, notamment dans le dernier quart-temps. Que ce soit dans l'optique de distribuer ou de scorer, LaMelo sait faire ce qu'il faut quand il faut, et je trouve ça fort. Donc pas de doute à mes yeux, au bout de quelques matchs seulement, il fait déjà partie des 30 meilleurs point guards de la ligue. Ensuite vient son frère Lonzo. Bon, ça peut paraître un peu décevant qu'il soit au même level que son frangin alors qu'il a 4 ans de plus, mais c'est comme ça. N'empêche que même si ça n'a pas grand chose à voir dans le concept d'aujourd'hui, j'ai envie de le préciser, il progresse d'année en année. Même si on l'a connu plus distributeur par le passé, dans la lignée de l'an dernier, son tir va mieux. Après, j'aimerais le voir plus incisif, plus régulièrement, car oui, contrairement à LaMelo, parfois il peut avoir une fâcheuse tendance à disparaître, à se faire oublier. Lonzo a clairement moins la capacité à créer son shoot que son petit frère, mais lui a l'avantage de l'expérience quand même. Malgré des chiffres un poil en dessous, il a l'avantage de jouer bien plus proprement, et ça me semble finalement logique de retrouver les deux au même échelon. Avec eux, je mets le jeune Darius Garland, dans un autre style. En plein cœur de sa saison sophomore, le meneur a montré qu'il n'était pas qu'un simple scoreur. Très rapide,
il gère et distribue le jeu de mieux en mieux, je trouve. Bien sûr, il a encore de vrais progrès à faire, et peut avoir tendance à confondre vitesse et précipitation, n'empêche que ses bonnes perfs font lieu de plus en plus régulièrement, ce que je trouve positif. En parallèle, il a déjà réalisé 3 double-doubles, point passe depuis le début de cette campagne, contre un seul sur toute la saison dernière. Donc oui, il y a encore du taf à fournir pour grimper dans les échelons, mais ce que je vois à l'heure actuelle est très encourageant. À ce rythme, il devrait pouvoir viser les niveaux supérieurs dans les années à venir. Ensuite, un autre petit jeune, un autre rookie après la Melo Ball, Tyrese Haliburton. En sortie de banc, derrière Fox et Hield, le gamin assure. Capable de rentrer dans le costume du playmaker, mais aussi de jouer sans ballon, il impressionne par sa maturité. Son adresse en catch and shoot est surprenante et son culot dans les moments décisifs n'est d'ores et déjà plus approuvé. Auteur d'un mois de février incroyablement bon individuellement, le rookie est vraiment en train de monter en puissance et lui aussi pourrait grimper dans les mois, voire les années à venir. Et du coup, j'enchaîne avec un vétéran, cette fois-ci en la personne de Patty Mills. Contrairement aux autres qu'on a évoqués avant, je ne pense pas qu'il puisse viser vraiment plus haut dans le futur, mais quand même, le level qu'il affiche à 32 ans en sortie de banc mérite d'être mis en valeur. Après c'est sûr, on pourrait lui reprocher d'être un scoreur unidimensionnel qui n'apporte pas grand chose d'autre que des points. C'est vrai, mais peu importe, parce qu'au final, c'est aussi ça que Pop lui demande de faire. Et quand on voit que quand il prend feu, il est capable de lâcher un 8 sur 12 à 3 points, comme ce fut le cas au mois de janvier, je me dis qu'il mérite bien sa place dans ce tier 5. Maintenant vient Kendrick Nunn. Lui, j'avoue que son début de saison m'a un peu dérangé par rapport à ce qu'il avait montré il y a un an. Mais bon, je le répète, ici, les perfs d'avant ne rentrent pas en compte, et mine de rien, ce que produit le meneur du hit sur le parquet est plutôt bon. Un peu à la manière d'un Mills qu'on évoquait juste avant, lui aussi est essentiellement porté sur le scoring. Tantôt utilisé comme titulaire par Spoelstra, tantôt remplaçant, j'ai l'impression qu'il a un peu peiné à trouver de la régularité cette saison. En même temps, au vu du contexte de blessure et de Covid qui a entouré le hit, on peut le comprendre. Cependant, à l'image de sa team, il semble retrouver son tempo dernièrement. Ses shoots rentrent davantage, notamment à 3 points, et voir qu'il a dépassé à 4 reprises la barre des 20 points au mois de février est plutôt rassurant. Sans ça, je ne suis pas certain qu'il aurait eu sa place dans le tier 5, mais là, c'est bon, Kendrick Nunn est in. Marcus Smart maintenant, qui le pauvre a déjà manqué pas mal de rencontres en raison d'une blessure au mollet et qui n'est toujours pas revenu. Perso, je l'aurais peut-être considéré comme un poste 2, mais ça se discute, je l'avoue. Et vu que Basketball Référence l'a mis là, j'écoute Basketball Référence. Ce joueur, quoi qu'il en soit, poste 1 ou poste 2, il mérite de la reconnaissance. Considéré injustement parfois comme un simple défenseur, il est aussi le cœur et l'âme de son équipe des Celtics. Alors bien sûr, on peut lui reprocher son adresse suspecte, mais au vu de tout ce qu'il apporte d'autre, je trouve ça bien sévère. Car oui, en plus de défendre comme un acharné, Smart réalisait jusque-là sa meilleure saison individuelle pour ce qui est du scoring et de la distribution du jeu. Sans sa blessure et avec un meilleur bilan collectif pour les Seas, je n'ai pas de doute à ce sujet, il aurait pu viser plus haut. D'ailleurs, est-ce que la mauvaise passe des Celtics à l'heure actuelle ne correspondrait pas à l'absence de Marcus Smart un peu? Just saying. Allez, tant que je suis chez les Celtics, j'y reste et j'évoque Kemba Walker. Ah, que ça me fait bizarre de le voir si bas, car intrinsèquement, le meneur est capable de bien mieux. Mais cette saison, force est de constater que même si j'ai pas mal hésité, c'est difficile de le mettre plus haut. Alors ok, il met des points, plus de 17 par match, mais je le trouve d'une irrégularité folle. De plus, son habitude récente à complètement disparaître lors de certains moments importants n'est pas du tout digne d'un gars comme lui, qui possède un statut de quadruple all-star. Et puis peu importe son statut, de toute façon ici on s'en tape. Le meneur depuis le début de la saison tourne à 37% au tir, et ce n'est pas loin d'être une faute professionnelle pour un gars dont on attend essentiellement du scoring. Regardez ses game logs, vous y verrez des matchs à 1 sur 12, 2 sur 12, 3 sur 13, c'est moche. Alors je m'en fais pas, le tier 5 n'est pas du tout représentatif du niveau que peut atteindre Kemba Walker s'il se réveille. Mais là, actuellement, et même si à sa décharge une blessure au genou l'a un peu handicapé en début de saison, je n'arrive vraiment pas à le mettre plus haut. Alors réveille-toi Kemba. Enfin, bouclons cet échelon avec Lou Williams, le 6ème homme des Clippers. Aïe aïe aïe, c'est moche de vieillir et lui aussi ça me fait bizarre de le mettre là, mais ça arrive même au meilleur, faut juste accepter de devenir un boomer. En tout cas, c'est indéniable, pour l'instant, cette saison, Lou Will n'est plus au niveau qui a fait de lui un triple meilleur 6ème homme de la saison par le passé. Bon, après, il n'est pas complètement nul, sinon il ne serait pas là, mais bon, une douzaine de points par match, c'est bien en deçà de ce qu'il peut faire, surtout quand en parallèle, il n'a plus du tout le même rôle dans la création. Et malheureusement pour lui, je ne vais pas le mettre plus haut parce qu'il a été capable de mieux par le passé, vous avez compris le principe. Du coup, malgré quelques coups de chaud, comme lorsqu'il a mis 30 points face à Cleveland il y a une quinzaine de jours, à mon sens, le tier 5 correspond bien au level de Lou Williams actuellement. Allez hop, on grimpe d'un étage et on arrive au tier fort, celui qui pour moi correspond aux joueurs que j'ai appelés les lieutenants. Ils ne sont pas encore forcément des leaders indiscutables, mais ils ont tout à fait le level pour être au moins de vrais joueurs de complément à côté d'une star, ou d'un duo de stars. Parmi eux, Malcolm Brogdon, Mike Conley, Goran Dragic, Jrue Holiday, Kyle Lowry, Dejounte Murray, D'Angelo Russell et John Wall. On commence à parler sérieusement là, non? Je le sens déjà là, il y a quelques choix qui vous hérissent le poil, mais vous inquiétez pas, je vais tout justifier. Je commence par Malcolm Brogdon, et lui j'avoue, c'est celui qui m'a
semblé le plus proche de pouvoir revendiquer l'échelon 3. Sauf que malgré une vraie intelligence de jeu, des qualités de playmaking exceptionnelles et une gestion des tempos excellente, il ne me paraît pas encore être au niveau de Star. Et pourtant, qu'est-ce que je suis sévère, parce qu'avec 22 points et 7 passes de moyenne, grosso modo, ce statut, même s'il n'y est peut-être pas encore, il le chatouille réellement. Surtout que là, en plus, depuis 3 ou 4 matchs, le meneur envoie vraiment du bois, donc je m'explique. Dans son rôle d'organisateur, cette saison, j'aimerais le voir plus régulièrement atteindre les 10 passes, s'il en est capable. J'aimerais le voir shooter avec plus de régularité également. Ancien membre du 50-40-90 Club, ça aussi il en est capable. Le contexte des Pacers, c'est clairement responsable de ça, mais jamais en carrière, Brogdon n'a pris autant de tirs. Du coup, les responsabilités de Star, il les a déjà, mais maintenant, ces tirs, j'aimerais qu'il les mette davantage. Maintenant, tirer à 44% de réussite, c'est loin d'être catastrophique, et c'est déjà ça. Mais j'aimerais qu'il puisse s'approcher des 22 points et 8 passes à chaque match, ou presque. Pas juste une moyenne, mais à chaque match. C'est ça, à mes yeux, qui confirmera son statut de star. Quand même, je te trouve sacrément exigeant avec Malcolm Brogdon. Eh bien, pour moi, il faut l'être avec quelqu'un qui revendique le statut de star. Après, s'il arrive à produire la même chose que ce qu'il produit actuellement dans une équipe qui dépasse largement les 50% de victoires, ça m'ira aussi. Mais là, je trouve qu'il est un peu juste dans les deux secteurs. Il n'a ni des chiffres individuels assez ouf, ni un bilan collectif assez bon, peut-être, pour revendiquer réellement l'échelon supérieur. Donc bref, je n'en fais pas plus et je conclue là-dessus. Malcolm Brogdon est probablement le meilleur joueur de ce tier 4, mais j'ai préféré le positionner là plutôt qu'en tant que plus mauvais joueur du tier 3. Lui aussi ne pourra donc que grimper, il lui manque vraiment peu de choses. Vient désormais Mike Conley, qui lui aussi est très bon cette saison. Parce que ouais, faut que vous vous rendiez compte que là on est au tier 4, mais il y a déjà du sacré niveau. Ce qui me plaît avec le meneur du Jazz, c'est qu'après une première saison compliquée à Utah, il retrouve un level très intéressant, et à l'image de ses coéquipiers, cette saison il est intraitable à 3 points. En tirant à 42% derrière la ligne, jamais il n'avait atteint de tels pourcentages en carrière, c'est fort. En parallèle, en défense, malgré ses 33 ans, il continue à faire souffrir ses vis-à-vis grâce à un mélange de hargne et de placement. Mike Conley est un vrai bon joueur, et avoir un tel rôle dans l'équipe qui possède le meilleur bilan de la ligue, forcément c'est à applaudir. J'enchaîne avec Goran Dragic qui lui non plus du haut de ses 34 ans n'est plus tout jeune. Mais bon, l'âge c'est dans la tête comme j'entends beaucoup dire autour de moi. Toujours utilisé majoritairement comme un 6ème homme, par Spoelstra, le Slovène revêt ce costume avec brio. Malheureusement, comme on le disait en évoquant Kendrick Nunn plus tôt, Miami a vécu un début de saison compliqué. Pour ce qui est des blessures d'ailleurs, Dragic n'y a pas échappé non plus, vu qu'il vient de manquer 9 matchs pour une entorse à la cheville. Tout ça, plus le bilan du Heat très moyen actuellement, m'empêche de l'imaginer placé à un échelon supérieur. Ceci dit, si comme son équipe il se remet dans le bain dans la deuxième partie de la saison, je me dis qu'il pourra viser plus haut. Jrue Holiday maintenant, qui vient d'arriver aux Bucks. Si défensivement son impact n'est plus approuvé, vu qu'il est actuellement le meilleur intercepteur de la ligue, j'ai du mal à l'imaginer plus haut que ce tier 4. Pourtant je trouve que tout en restant discret, il a vite réussi à prendre ses marques à Milwaukee, sauf que son impact, mine de rien, n'a rien à voir avec celui qu'il avait lors des 2-3 saisons précédentes lorsqu'il jouait avec les Pels. Après c'est normal aussi, car derrière Giannis Antetokounmpo et Chris Middleton, il est moins responsabilisé. Par contre, je dois dire que je reste un peu sur ma faim, car je ne suis pas certain que Mike Budenholzer l'utilise de la bonne façon. Jrue est capable de créer davantage, que ce soit pour lui ou pour les autres, et je trouve ça dommage de l'utiliser principalement comme un floor spacer. Mais bon, c'est peut-être le problème de Milwaukee justement, peut-on vraiment faire autrement lorsque l'on veut entourer le Greek Freak comme il faut? Quoi qu'il en soit, collectivement j'attendais les Bucks plus haut, et individuellement j'espérais que Jrue Holiday obtienne un meilleur rôle. De plus, voilà désormais 11 matchs qu'il loupe en raison du protocole sanitaire Covid imposé par la ligue. J'espère que pour lui, concernant la suite, cette coupure ne sera pas trop préjudiciable. C'est toujours mauvais ça quand t'arrives dans une nouvelle équipe de rater autant de matchs. Donc je le mets au tir fort, mais ça va, je le répète, au vu des noms qui l'entourent, c'est quand même déjà très lourd. Coucou Kyle Lowry pour la suite. Si les Raptors faisaient partie des grosses déceptions de ce début de saison, on les voit désormais relever la tête. Mais Lowry, lui, depuis le début de cette campagne, je le trouve plutôt égal à lui-même. Figure de proue de la franchise canadienne depuis maintenant un paquet d'années, il porte un peu moins le ballon cette saison, car Fred VanVleet le tient plus. Cela ne l'empêche pas tout de même de tourner à 6 ou 7 passes par match tout en scorant 18 points. De plus, le meneur, dans ce nouveau rôle un peu inédit, tourne à ses meilleurs pourcentages en carrière, et ça c'est intéressant. Ce que j'aime avec Kyle Lowry, c'est qu'on sait plus ou moins ce qu'on aura chaque soir. Il ne marquera pas sa vingtaine de points à chaque match, mais il sera un leader expérimenté qui défendra et se battra sur chaque ballon. Alors c'est trop tard pour l'imaginer redevenir une star ou une superstar probablement, mais à 35 ans, il reste un joueur de très grande valeur. Bon, je te coupe parce que je crois que j'ai un problème. Tu disais que l'âge, tu t'en foutais, mais depuis tout à l'heure, tu parles que de ça. Mais oui, je m'en fous, ce n'est pas un critère pour juger, mais j'ai le droit de le préciser pour resituer le contexte quand même, non? De toute façon, c'est moi le chef. Bref, parlons maintenant d'un joueur carrément plus jeune qui lui
évolue aux Spurs, Dejounte Murray. Dans la plus fidèle tradition des meneurs coachés par Greg Popovich, DJ mix QI basket et présence des deux côtés du terrain, j'aime beaucoup. De plus, avec la fougue de ses 24 ans, jamais il n'hésite à prendre ses responsabilités. Je me souviens encore du banger qu'il a mis il y a quelques semaines face aux Warriors, c'était assez létal. Actuellement, il réalise et de loin sa meilleure saison en carrière. Ils se font à merveille dans le collectif des Spurs en attaque comme en défense et son duo avec DeMar DeRozan me séduit énormément. Un peu comme toutes ces personnes qui entourent de près ou de loin cette équipe des Spurs cette année, je dois dire. Tous ces joueurs capables de distribuer le ballon et de placer le collectif avant tout, moi j'adore, enfin quand les shoots veulent bien rentrer. Mais bon, revenons à Murray qui en plus de montrer de plus en plus de maturité en attaque comme en défense, brille littéralement dans le secteur des rebonds. Il tourne à plus de 7 par rencontre pour un meneur qui ne s'appelle ni Russell Westbrook ni Ben Simmons, c'est plutôt balèze. J'aime vraiment ce que ce joueur est en train de venir et lui visiblement s'éclate bien. Sur les 30 derniers jours, il n'a pas fait moins de 4 performances à 26 points ou plus, c'est pas mal. Les Spurs sont une des vraies surprises de l'Ouest cette saison et je n'ai aucun doute sur le fait que Dejounte Murray a une vraie part de responsabilité là-dedans. Donc ouais, je pense que ce tir fort est très légitime pour Dejounte Murray, même si c'est difficile d'être objectif vu qu'il représente l'un de mes coups de cœur de cette saison. Allez, évoquons D'Angelo Russell pour qui c'est tout l'inverse, parce que qu'il me déçoit lui. Il y a des côtés dans sa situation qui sont assez proches de ceux de Kemba Walker, je trouve. Le meneur a clairement le potentiel pour viser des échelons plus hauts, mais force est de constater que cette saison ça ne fonctionne pas. Cité récemment dans les Awards comme l'une des plus grosses déceptions de cette saison, D'Lo vit actuellement une campagne très difficile. Bon, après le mec n'a pas de chance non plus. Depuis son arrivée à Minneapolis, il n'a pu jouer avec son grand pote Karl Anthony Towns qu'à 5 reprises. Pas top pour trouver des automatismes. En parallèle, il est actuellement blessé et ne devrait pas revenir avant le mois d'avril. Tout ça, ça n'aide pas. Après, si vous allez juste regarder ces chiffres, rien n'est catastrophique et c'est bien mieux que pour Kemba Walker par exemple. C'est peut-être pour ça qu'il se situe à un échelon au-dessus. Par contre, ce qui m'embête réellement cette saison avec Russell, c'est son incapacité à porter son équipe sur son dos. En l'absence de Towns, je plaçais pas mal d'espoir en lui et il n'a pas du tout répondu à mes attentes, voilà pourquoi je ne le classe pas au-dessus. Enfin, terminons ce tir fort avec un autre joueur qui aurait pu viser plus haut, John Wall. Maintenant, après une absence de 2 ans en raison de diverses blessures, ce qu'il montre est loin d'être ridicule. Le meneur a retrouvé une bonne partie de ses qualités athlétiques, mais ses points, et même s'il n'est pas le plus adroit du monde, il reste très utile. Le problème, je pense surtout, c'est qu'il a du mal à se trouver sous le maillot des Rockets. L'équipe vit une saison très chaotique et manque d'un véritable fond de jeu. Là, d'autant plus avec la blessure de Christian Wood et le départ récent de DeMarcus Cousins, ça se voit que Wall est perturbé. Lui, qui à l'époque était l'un des meilleurs passeurs de la ligue, n'a plus personne à ses côtés pour jouer sur pick and roll. Pas facile quand même pour un joueur qui est expert dans le domaine, ça lui complique la tâche. Je suis persuadé que du haut de ses 30 ans, Wall a toujours le potentiel pour être un bon joueur, mais peut-être pas dans un dispositif small ball. Et quoi qu'il arrive, à ce jour, je ne peux pas le classer plus haut, tant actuellement le navire des Rockets est en train de couler. C'est sur cette image marine, enfin sous-marine un peu triste, que se termine notre tir fort. Pour l'échelon numéro 3, on passe aux stars. Je ne les mets pas actuellement au rang de superstars car tous présentent des failles, mais quand même ils n'en sont pas loin. Parmi eux, De'Aaron Fox, Ja Morant, Jamal Murray, Ben Simmons, Russell Westbrook et Trae Young. Là je sens que ça va encore faire débat, mais rendez-vous compte, on est à un vrai level, non? Ah ouais, là j'avoue que vu ces noms, ça me fait un peu halluciner qu'il reste encore 2 tirs au-dessus d'eux. Et pourtant, c'est le cas, le poste de meneur de jeu, selon Basketball Référence, est juste sacrément fourni. Pour commencer, évoquons De'Aaron Fox des Kings. Le mec est peut-être le joueur le plus rapide de la NBA. Bon, maintenant je dois le dire, avant cette campagne, j'imaginais les Kings au fond du gouffre, et leur début de saison n'était pas loin d'être excellent. Sauf que depuis quelques semaines, plus rien n'est glorieux, et là c'est clairement la crise. Maintenant quand même, aujourd'hui au classement, ils sont devant Houston et Minneapolis, et ça je ne m'y attendais pas vraiment. En tout cas, si la bonne surprise de l'effectif c'est Tyrese Haliburton, que l'on évoquait plus tôt, le vrai leader de cette escouade, c'est bel et bien De'Aaron Fox. Le gars, dans la capitale de Californie, fait tout pour se comporter en vrai leader. Il score, il distribue, il shoot bien, et surtout je trouve qu'il joue de plus en plus juste. Le meneur peut carrément prendre feu, et le voir dépasser la barre des 30 points ou des 10 passes n'est aujourd'hui plus du tout une surprise. Il a même fait une pointe à 43 points et 13 passes le mois dernier dans la défaite face aux Pelicans. Mais le problème, il est là, dans la défaite face aux Pelicans. Car oui, Sacramento a eu beau mieux commencer sa campagne que ce que je l'imaginais, ça reste faible et les succès se font rares. Au moment où j'écris là, il reste sur 9 revers de suite et ça pique. Pour que De'Aaron Fox grimpe les échelons, j'aimerais le voir avoir le même impact, mais dans une équipe qui gagne plus. Alors ne vous en faites pas, dans le tier 3, il n'est pas le seul dans ce cas, mais à ce rythme, si les Kings continuent à perdre, attention à ce qu'ils ne descendent pas. Évoquons Ja Morant désormais. Lui, il permet aux Grizzlies d'être proche des 50% de wins, alors que l'équipe est quand même décimée par les blessures. L'absence de Jaren Jackson Jr. fait très mal par exemple, et on aurait pu imaginer en début de saison que l'équipe allait sombrer. D'autant plus que Morant lui-même a aussi manqué 8 matchs. Mais non, au final, Memphis est toujours là, et pour ça, merci à Ja. Toujours très incisif dans son style de slasher, le mec est capable de cocher toutes les cases. S'il a débuté la saison avec une perf à 44 points, il a également compilé un triple-double la semaine dernière face au Thunder. Puis ce que j'aime
aussi, c'est qu'en plus de se créer ses tirs, il s'est également distribué pour ses potes. Individuellement, il est un scoreur playmaker à qui on ne peut pas reprocher grand chose. Maintenant, ses stats sont toujours un peu basses pour viser le statut de superstar et son adresse à 3 points est inquiétante pour quelqu'un qui en prend comme ça. Mais après, je n'ai pas trop de doutes, Morant, en étant mieux entouré, aura probablement le potentiel pour grimper dans le futur. Jamal Murray, maintenant, qui lui aussi est un joueur très bon, que j'aurais pu imaginer plus haut, notamment après le premier tour exceptionnel qu'il a livré en playoff dans la bulle à Disney l'an dernier. Sauf que cette saison, même si globalement c'est mieux que lors de la dernière campagne, il n'est plus au niveau de ses playoffs. Après, le mec est toujours fort, hein, il peut toujours prendre feu, ses stats globalement sont en hausse et ses 50 points inscrits la semaine dernière contre Cleveland sont bel et bien là pour le prouver. Mais sur ce début d'exercice quand même, son irrégularité a piqué et ce sont tous les Nuggets qui en ont souffert. À mi-saison, je les voyais plus haut qu'une 7ème place, franchement, et pour ça, je suis un petit peu obligé de jeter la pierre à Jamal Murray. Bon, pas une grosse pierre, hein, mais au moins une petite. Après, allez, je ne vais pas trop l'enfoncer non plus, car depuis 10-15 jours, j'ai l'impression que sa saison est enfin lancée. À lui désormais de capitaliser sur ce bon run individuel pour permettre à Denver d'obtenir plus de succès. Ce sera essentiel, à mon sens, pour viser les échelons du dessus. Pour la suite, parlons de Ben Simmons, qui lui n'a pas trop à se plaindre d'un point de vue collectif. Bon, même si l'Est est moins bon que l'Ouest. En tout cas, les Sixers possèdent actuellement le meilleur bilan de leur conférence, chose qui à ce stade de la saison n'était pas arrivée depuis 2001. Pour ça, ils devront remercier Joel Embiid, c'est sûr. Ils devront aussi remercier le nouveau coach, Doc Rivers, mais ils ne devront surtout pas oublier Ben Simmons. Alors j'ai l'impression de me répéter à chaque fois que j'évoque son nom, mais je trouve le gars tellement sous-coté. Je lis tellement de critiques tous les jours sur lui, et je me dis que ces gens-là qui écrivent ça, ils ne voient pas les matchs, c'est obligé. Bien sûr, si on ne regarde que la colonne des points, ce que beaucoup font, j'ai l'impression forcément il y a de quoi être déçu. Mais please, regardez l'impact qu'il a avec les Sixers avant de lui cracher dessus. Quand il est sur le terrain, balle en main, sa capacité à tirer les défenses est folle. Il est un expert pour trouver ses coéquipiers démarqués, et là-dessus les stats ne mentent pas. Dès qu'il n'est plus sur le parquet, l'adresse des Sixers dégringole, car plus personne n'a de position de shoot. Comme quoi, il n'y a pas forcément besoin d'être un sniper pour permettre à son équipe de briller à longue distance. En parallèle, Ben est probablement le meilleur défenseur au périmètre de toute la ligue, parlez-en à Luka Doncic. Il se bat, il se jette sur tous les ballons et apporte sa pierre dans la plupart des secteurs primordiaux. Tout ça, je le répète, dans l'équipe qui possède le meilleur bilan de sa conférence. Alors à mes yeux, aucun doute là-dessus, il a bel et bien sa place parmi les stars. À ses côtés maintenant, je mets Russell Westbrook. Bon, je dois dire que j'ai hésité à le mettre un cran plus bas, mais au final, je le trouve plutôt bien ici. En fait, je vais être franc, ce qui m'embêtait avec lui, c'était de le voir faire des stats au point, au rebond et au pass sans pour autant peser dans les résultats de son équipe. Son adresse catastrophique et son nombre de pertes de balles incalculables ont plusieurs fois tiré les Wizards vers le bas en début de saison. Ça, on a beau aimer Russell Westbrook, ce serait malhonnête de ne pas le souligner. Cependant, ce que j'apprécie chez ce mec, c'est que quelle que soit sa situation, il se bat. Revenu de blessure sans être à 100% juste pour aider son équipe, il a serré les dents, il a fait ce qu'il a pu. À chaque match, on ne peut pas le nier, même si c'est extrême, il donne tout ce qu'il a. Donc franchement, je peux tout à fait comprendre que l'on n'aime pas son jeu, son côté un peu forceur, mais s'il y a une chose qu'on ne peut pas lui enlever, c'est sa volonté de gagner. Dans sa tête, j'ai l'impression qu'il joue constamment sa propre version de l'œil du tigre. Et en fait, ce qui fait que je ne le mets pas plus bas, c'est que, alléluia, depuis quelques matchs, aux Wizards, les choses vont bien mieux. Au jour où j'écris, l'équipe de la capitale a remporté 6 de ses 7 derniers matchs et n'est plus qu'à 2 wins des playoffs. Westbrook semble trouver son rythme, mais moins maladroit, et même s'il perd toujours autant de ballons, impossible d'affirmer qu'il est un poison, comme je l'entends parfois. Je trouve que dans un effectif assez déséquilibré, il montre l'exemple par son comportement, sa hargne, même si à mes yeux il peut se frustrer un peu vite. Alors on peut lui reprocher pas mal de choses, et ça je l'accepte, mais il reste quand même une star. Enfin, pour boucler cet échelon, vient Trae Young. Lui, si vous ne regardez que la colonne des points, ou alors même celle des passes, il a clairement des chiffres de superstar. Et pourtant, désolé les fans, je ne peux pas le mettre à ce rang-là. Marquer des points c'est bien, distribuer la balle c'est encore mieux, mais le reste est quand même critiquable. L'adresse au shoot du meneur de jeu est loin d'être folle, il perd beaucoup de ballons, et ça déjà c'est embêtant. Après à sa décharge, le mec a tellement de responsabilités à Atlanta que c'est normal qu'il produise du déchet, mais ça n'excuse pas tout. Ses limites défensives sont beaucoup trop importantes et c'est flagrant. Lloyd Pierce n'arrive pas à les cacher malgré les efforts du front office. Parce que ouais, à Atlanta, il y a beau avoir un super protecteur de cercle en la personne de Clint Capella, il y a beau avoir des bons défenseurs au périmètre comme DeAndre Hunter ou Cam Reddish, et pourtant les Hawks galèrent. S'ils ont l'un des 10 pires defensive ratings de la ligue, c'est que quelque chose cloche. Et si malgré un effectif qui a largement progressé, les playoffs sont toujours loin d'être acquis, c'est que ce secteur du jeu est toujours très important. Donc clairement, je ne le nie pas, pour marquer des points, mettre des shoots et distribuer le jeu, Trae Young est un génie. Mais le basket, ce n'est pas que ça. Alors j'ai besoin que malgré ses failles défensives, il me prouve définitivement qu'il peut se comporter en leader pour viser le tir supérieur.
Allez, place au tir tout maintenant, les superstars. Ces superstars, les voici, elles sont au nombre de 4. Luka Doncic, Kyrie Irving, Damian Lillard et Chris Paul, de vrais champions. Là aussi, on a des noms carrément lourds, alors commençons par Luka Doncic, à qui il ne manque que 3 fois rien pour accéder à l'élite. Attends, je suis en train de mater sa ligne de stats là, qu'est-ce que tu lui reproches? Bah c'est un peu la même que Trae Young, dans un profil différent et un degré moindre. Il marque quasi 30 points par match, il n'est pas loin du triple-double, il shoot à 47% au tir, tout ça c'est hyper lourd, c'est certain. Au niveau des chiffres, c'est plus complet et plus propre que Trae d'ailleurs. Sauf que cette saison, on ne va pas le cacher, Luka a des difficultés à faire gagner sa team. Les Mavs à ce jour ne sont pas playoffables, et je trouve ça abusé quand je vois que l'équipe possède un tel joueur. Alors après, on pourrait parler des fragilités de Kristaps Porzingis, qui manque un match sur 2 pour blessure, mais ça n'excuse pas tout ça non plus. Pour faire partie de l'élite, j'ai besoin de plus de victoires, mais aussi de plus de défense. Et puis pareil, je trouve que le joueur des Mavs peut débrancher parfois. Jeudi soir par exemple, lorsqu'il a eu la défense de Ben Simmons sur le dos, il a eu tendance à paniquer, à forcer, et il a balancé 2-3 bricasses assez gênantes. Donc après, ne me faites pas mentir, il ne manque vraiment pas grand chose à Doncic pour accéder au statut de l'élite, mais pour moi, ces petites choses font la différence. Kyrie Irving maintenant, lui, est dans d'autres bails. Le gars est sans aucun doute le meilleur manieur de ballon de toute la ligue à l'heure actuelle et peut-être même de toute l'histoire. Son talent est indéniable, il n'est plus à prouver et en plus son équipe gagne. Les Nets sont deuxième à l'Est et le meneur avec Harden et Durant s'éclate. Jamais dans sa carrière il n'a été entouré par 2 joueurs d'un tel niveau et pourtant jamais il n'a autant scoré. Donc lui c'est pareil, il est à un poil de fesses d'être à l'échelon supérieur, mais à ce level de comparaison, je le répète, chaque détail compte. Et du coup à Kyrie, le seul petit truc que je peux lui reprocher, c'est cette impression de choisir ses matchs. Autant quand il veut tout péter, il y arrive sans souci, autant quand il n'a pas la foi, ça se voit. Il fait la gueule, ne s'implique pas vraiment, et ça, ce n'est pas un comportement que j'apprécie beaucoup, même si ça va mieux ces derniers temps depuis l'arrivée d'Harden notamment. En fait, c'est un peu le contraire de Russell Westbrook qu'on évoquait plus tôt, et qui lui est toujours à 200%. Mais pour conclure, Uncle Drew est bel et bien un génie résolument incompris, à qui il ne manque probablement que quelques ajustements pour faire partie de l'élite. Vient maintenant Damian Lillard, et le level qu'on est en train d'atteindre pour ce poste est sacrément exceptionnel. Je trouve ça ouf d'avoir de tels noms, de tels candidats seulement au tir-tout. Mais si ces gars ne sont pas au-dessus, c'est probablement parce que j'ai trouvé des joueurs encore plus légitimes. Cependant, je ne vais pas lui enlever, Lillard est quand même un extraterrestre. Alors que l'effectif de Portland est décimé par les blessures, qu'il manque CJ McCollum et Yusuf Nurkic, lui continue d'être là tous les soirs, il porte sa team, l'empêche carrément de couler et ses Blazers restent plus que jamais dans la course aux playoffs. Alors maintenant, quoi lui reprocher réellement, je ne sais même pas. Peut-être un léger manque de défense pour lui aussi, c'est indéniable, mais ce n'est même pas ça parce qu'il a au moins la volonté. Il souffre probablement du fait d'avoir des joueurs encore plus efficaces au-dessus de lui. Pas plus talentueux, mais plus efficace, plus propre. Enfin, pour en terminer avec cet échelon, voici maintenant Chris Paul, qui lui est un énergumène de type différent. Si tous ceux que l'on a cités jusque-là sont d'immenses scoreurs, lui ce n'est pas son cas. Le point god est un meneur de jeu à l'ancienne, en mode playmaker de génie qui dirige son attaque mais aussi sa défense de main de maître. Il est un scientifique du basketball dont l'impact ne se voit pas forcément dans les chiffres. Par contre, il se voit dans les wins, et c'est sûrement beaucoup plus important. Son arrivée chez les Suns pour remplacer Ricky Rubio a transformé l'équipe. Phoenix montre une réelle efficacité des deux côtés du terrain et CP3 n'est définitivement pas étranger à ça. Malgré une moyenne de points se situant aux alentours des 17 par rencontre, il est la clé de voûte d'un collectif qui gagne des matchs et a vraiment passé un cap. Ça pour moi c'est réellement la preuve qui ne trompe pas, il est une superstar. Et si vous en doutez encore, regardez son efficacité avec ses pourcentages de fou, aussi bien à longue distance qu'au lancer franc. 96% sur la ligne le mec, c'est hallucinant. Chris Paul a poussé au summum le rôle de meneur organisateur juste et propre version 2021. Et dans une NBA où on met beaucoup le scoring en valeur, je trouve ça très important de donner de l'importance à ces aspects. Car oui, je le répète, ce qui compte le plus à mes yeux, c'est la win ou l'efficacité, pas les stats. Allez, c'est l'heure du tier 1 désormais avec l'élite de l'élite. Et là franchement, au vu des noms qu'on a déjà cités, on est vraiment sur 3 joueurs all-time. J'ai nommé Stephen Curry, James Harden et LeBron James, ça fait frissonner. Commençons par le meneur des Warriors, Chef Curry. Ah oui, là j'ai besoin d'explications, j'aimerais bien savoir pourquoi tu le mets devant Lillard et Doncic par exemple, parce qu'ils gagnent pas non plus beaucoup plus de matchs. Alors là je peux comprendre tes doutes, car c'est vrai que quand l'on regarde les stats principales ou le nombre de victoires, les deux que tu as cités n'ont pas grand chose à lui envier. D'ailleurs en défense, grosso modo c'est un peu la même. Si Doncic et Lillard ne sont pas irréprochables, Curry lui ne l'est pas non plus, mais il a montré de vrais progrès tout de même, et c'est important de le souligner. Puis de toute façon, je l'ai dit plus tôt, pour départager les joueurs à ce niveau, ça se joue vraiment sur des détails. Et moi, un truc qui m'importe, vous l'avez capté, c'est l'efficacité au tir, ou les déchets de manière générale. Donc disons-le clairement, cette saison, Stephen Curry m'impressionne par sa propreté et son efficacité. Même si ses pourcentages ont un poil baissé sur la dernière semaine, les chiffres qu'il atteint sont juste ouf. 48% au tir et 41% à 3 points, c'est ultra propre, d'autant plus sur un tel volume. C'est en tout cas bien supérieur aux deux que tu cites qui sont à l'échelon précédent. Et puis tout ça
en perdant moins de ballons également, faut le préciser. Si Lillard et Doncic obligent bien évidemment les défenses à se focaliser sur eux, cette saison c'est encore plus le cas pour Curry, je trouve. Les adversaires n'ont pas le choix de ne penser qu'à lui, ils font même des boîtes sur le meneur, et ça ne trompe pas. On appelle ça la box and one, et ça, à ma connaissance en NBA, il est le seul à être défendu de la sorte. À 32 ans, il fait toujours partie de l'élite, d'autant plus quand on voit à quel point il est capable de prendre feu. Quand depuis le début de cette campagne, Lillard et Doncic n'ont pas dépassé les 44 et les 46 points, Curry, lui, a fait péter des perfs à 62 ou à 57, c'est d'une violence. Le meneur porte à lui tout seul ou presque ses Warriors qui restent toujours bien accrochés dans la course aux playoffs dans la conférence Ouest. Alors pas trop de doute finalement, la différence est peut-être légère, mais let's go tier 1 pour Chef Curry. Allez, on enchaîne rapidement et je donne le tier 1 également à James Harden. Pourtant j'avoue qu'après son début de saison chaotique à Houston, c'était mal barré. Mais là la vérité c'est que depuis son arrivée à Brooklyn, le barbu est irréprochable. Si Durant et Kyrie ont déjà loupé plusieurs matchs, lui est présent tous les soirs ou presque. Et surtout ce qui me plaît c'est que pour gagner il a su faire évoluer son jeu de manière complètement inattendue. Si beaucoup jusque-là parlaient de lui comme un croqueur, ce serait malhonnête de ne pas le reconsidérer. Terminer les séances interminables de dribble et de step back à tout va. Aujourd'hui, Harden score moins, mais il compense partout ailleurs. Son jeu sous le maillot des Nets est d'une efficacité incroyable, et avec plus de 11 caviars par match, il est et de loin le meilleur passeur de la ligue maintenant. En parallèle, il shoot à plus de 50%, il prend plus de rebonds que jamais, et c'est ça que j'aime dans le basket. Je dois le dire pourtant, le Harden de ses dernières saisons à Houston, il me saoulait. Par contre, celui de Brooklyn me fait rêver. En 20 matchs sous son nouveau maillot, il a compilé 18 double-double, dont 6 triple-double, c'est insane. Il est d'ores et déjà le deuxième joueur qui a fait le plus de triple-double de toute l'histoire de la franchise, c'est complètement dingo. Actuellement, Brooklyn remonte dangereusement sur les Sixers premiers à l'Est, et James Harden n'est pas du tout étranger à ça. Pour ce qu'il fait au Nets, il est donc à mes yeux un tier 1 no-brainer. Enfin vient LeBron James. Bon, je suis un peu étonné que Basketball Référence le considère encore comme un meneur avec l'arrivée de Dennis Schroeder, mais je peux le comprendre quand même. Parce que ouais, le créateur numéro 1 chez les Lakers, c'est le King, personne d'autre. Eux, ils classent plutôt Dennis Schroeder comme un poste 2. Mais bref, peu importe, le débat il n'est pas là, et y a-t-il vraiment besoin de justifier pendant des heures pourquoi il mérite le tier 1 ? Le gars fait tout, en attaque comme en défense, tout en étant d'une efficacité redoutable. Actuellement dans la course au MVP, malgré ses 36 ans, le King est encore et toujours l'un des tout meilleurs joueurs de la planète. Alors je sais, je le lis régulièrement, il y a des haters qui disent qu'il n'a rien à foutre là, mais je suis pas d'accord. Certes, il ne peut pas faire tout seul, et clairement, les Lakers dégringolent peu à peu avec l'absence d'Anthony Davis. Mais à ce jour, ils ont tout de même un bilan de 22-10, et c'est lourd. Puis de toute façon, dans les défaites récentes, que ce soit en termes de leadership ou d'impact, je n'ai pas grand chose à reprocher au King. C'est vrai que des fois ça lui arrive de trop forcer, mais avec toutes les absences qu'il a eues autour de lui ces derniers temps, est-ce qu'il avait vraiment le choix s'il voulait essayer de gagner ? À ce jour, il reste du coup un tier 1 évident à mes yeux, mais attention, il ne serait pas malvenu que les Lakers redressent la barre, et vite. Au King donc de montrer qu'il peut encore porter sa team en attendant le retour d'AD, ce sera primordial. Voilà pour ce qui est des meneurs de jeu, voilà pour ce qui est de mon 46e Coast to Coast. J'espère que ça vous a plu, même si évidemment il y aura pas mal de désaccords entre vous et moi. Mais c'est le jeu aussi, heureusement que chacun a son point de vue. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires les changements que vous auriez fait dans les différents échelons. Et si vous avez 2-3 arguments pour illustrer, c'est encore mieux. Là, il y a eu beaucoup de vidéos polémiques dernièrement, et c'est toujours aussi agréable de discuter et de débattre avec ceux qui sont ouverts d'esprit. Du coup, je vous attends pour tout ça, autant que je le peux dans la section commentaires. Sinon, vous le savez, pour avoir une vision complémentaire et différente de la NBA, c'est sur la chaîne YouTube de Basket Info que ça prend place. Récemment, on a sorti une vidéo expliquant une règle assez inconnue, la Disaster Draft. Il faut absolument que vous alliez voir si vous ne connaissez pas. Puis vous verrez, en plus de ça, on illustre avec une histoire complètement dingue. Pour débattre avec la commu et suivre mes projets au quotidien, vous connaissez, c'est notamment sur Discord et Instagram que ça se passe. D'ailleurs, sur Insta, mais aussi Facebook et Twitter, en ce moment, le tournoi des All-Time Teams bat son plein. Alors je vous invite vraiment à nous rejoindre sur les réseaux pour apporter vos votes. Ouais, go soutenir votre équipe préférée avant qu'elle ne se fasse bouffer. Et pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne la chaîne, on active la cloche pour recevoir les notifications, on lâche un maximum de pouces bleus et on rédige ses meilleurs commentaires. Yes, le 4 à la suite pour le référencement l'équipe. Puis pour aller encore plus loin, je vous donne même rendez-vous sur Tipeee, ça soutient le ouf. Malgré un mois de février un peu compliqué, je ne le vous cache pas, on est là, on est ensemble et on ne lâche rien. Alors big up aux tipeurs du passé, du présent, mais aussi à tous ceux du futur. Trop de trucs ici dépendent de vous et pour ça, je ne peux que vous remercier du fond du cœur. À très vite.